La ville la plus touristique au monde s'est vidée de ses visiteurs étrangers. Comment Paris se remettra-t-elle de la pandémie? On en débat tout de suite avec nos deux invités. Franck Delvaux, coprésident général de Paris-Île-de-France à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Frédéric Coquart, merci. Frédéric Coquart, nouvel adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne. Soyez tous les deux les bienvenus sur TV5 Monde. Alors, on est passé à l'ère de la distanciation physique, de la recherche d'air pur. Combien y a-t-il, Frédéric Coquart, aujourd'hui de touristes à Paris au moment où on se parle au cœur de l'été? Précisément, j'en sais moins, il y en a moitié moins. Voilà, qu'il y en a les autres années. On a une baisse extrêmement importante du tourisme. Si vous prenez, pour prendre les chiffres, par exemple pour la Tour Eiffel, qui est un lieu touristique emblématique, on est d'habitude sur autour de 20 à 23 000 visiteurs jour et on est aujourd'hui autour de 10 à 12 000 visiteurs jour. Donc vous voyez, on est à moitié moins du tourisme, En présent prenant l'exemple à de la Paris. Tour Eiffel, l'impression quand on se promène à Paris, c'est quand même qu'il y en a peut-être moins que d'habitude. Franck Delvaux, est-ce que vous confirmez le taux de remplissage dans les hôtels et comment? Je confirme les chiffres. Il y a 50 millions de visiteurs à Paris sur l'année. On peut dire qu'il y en a à peu près 26% pendant l'été. Tout ça est un peu mathématique, dont 60% d'étrangers. Et quand on regarde dans les étrangers, principalement l'été, sont les Américains, qui sont le contingent le plus important, les Russes et les Chinois. Donc des pays qui aujourd'hui sont bloqués. Les États-Unis ne peuvent pas entrer en France. Avec la Chine, c'est des échanges, un avion qui peut partir, un avion qui peut venir. Les Russes ne viennent pas. On va y venir justement parce qu'on va voir que la reprise s'est amorcée tout tranquillement. Voici à quoi ressemble la ville la plus touristique au monde au cœur de l'été 2020 avec Théa Bazarevich. Du balcon, ils assurent le spectacle. Mais ce n'est pas la foule des grands jours pour Mickey et ses amis. Après 4 mois de fermeture, les visiteurs reviennent au compte-gouttes à Disneyland, bien loin des pics d'affluence habituels. C'est la première fois que nous venons au parc et nous sommes contents en fait. C'est très bien. On a décidé de venir pour la réouverture en se disant que ce serait plus calme. La dernière fois que je suis venue, j'ai dit que je ne reviendrai plus jamais. Il y avait trop de monde. Voilà, il n'y avait vraiment personne. Personne ou si peu de monde dans les rues de Paris. La capitale française vidée de ses touristes étrangers. Un rêve pour les franciliens, un cauchemar pour les professionnels du tourisme. L'an passé, 50 millions de personnes ont visité Paris et la région Île-de-France. Ils y ont dépensé 22 milliards d'euros. Avec la crise sanitaire, le manque à gagner est énorme. Déjà 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdus depuis le début d'année et 16 millions de visiteurs en moins, à commencer par la clientèle américaine. Avec les touristes chinois et britanniques, ils sont ceux qui dépensent le plus d'argent dans la capitale. Dans ces conditions, les hôteliers paient le plus lourd tribut. Paris est la 3e ville au monde en termes de capacité hôtelière. En 2019, la capitale a même enregistré un record de fréquentation avec 80 millions de nuitées, hôtels et locations saisonnières comprises. Mais cette année, l'Office de tourisme de Paris table déjà sur une chute de 40 à 50% de l'activité touristique. Frédéric Coquart, je suis une touriste, j'hésite à venir à Paris. Qu'est-ce que la ville prévoit pour mon arrivée et comment je vais être reçue? Bien, d'abord venez. Parce que, à toute chose, malheur est bon, profitez-en, il n'y a pas grand monde. Et donc, du coup, que ce soit pour la Tour Eiffel, le Louvre, les Tuileries, le musée d'Orsay, que sais-je, les différents musées, vous pouvez quand même bénéficier et voir cette ville sans faire la queue à ces différents endroits où d'habitude c'est un peu surchargé. Et puis la deuxième chose, on a, nous, organisé et renforcé, en tout cas, essayé de renforcer l'attraction touristique. On fait toute une campagne de promotion, notamment en direction des Franciliens, des Français, et aussi, on va dire, sur les Européens, enfin ceux qui peuvent entrer. Vous tablez sur les touristes français cet été? Oui, beaucoup. On a fait toute une campagne. Écoutez, si on regarde, je regardais sur les chiffres de la Tour Eiffel parce que c'est les seuls chiffres qu'on ait un peu de statistiques un peu fiables qu'on a pour l'instant. On a une augmentation. Évidemment, on a moitié moins de touristes et moitié moins de gens qui viennent, mais on a une augmentation de la part des touristes parisiens et des touristes français. Pas simplement en pourcentage, mais en valeur absolue. Donc oui, on commence non pas à avoir un tourisme de substitution, on ne pourra pas faire revenir
ils ne rempliront pas les Chinois ou les Américains qui ne peuvent pas venir, mais on commence à avoir une part plus importante, effectivement, de ce point de vue-là. Et puis, il y a de nouvelles choses qui se développent dans la ville. Le vélo, les pistes cyclables, tout ce qui est aussi ce qu'on développe cet été avec l'été particulier, dans le domaine culturel, dans le domaine du loisir. Paris-Plage qui a démarré aujourd'hui, on va y revenir. Donc, il y a plein de choses à proposer. Au niveau des hôtels, au niveau des restaurants, comment ça se passe? Est-ce que vous attendez à des fermetures? Est-ce que c'est déjà le cas? Franck Delvaux. Alors, donc je confirme ce qu'a dit Frédéric Oka. Surtout, c'est important de le dire, il ne faut pas hésiter. On peut lancer un appel à la population française. N'hésitez pas à venir à Paris. C'est le moment de venir. On va vous recevoir dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est le moment de redécouvrir Paris, qui est une ville extraordinaire, ses monuments. Voilà, c'est important pour moi de le dire, revenez à Paris. Alors effectivement, mais dans quelles conditions, justement, vous les évoquez, dans les restaurants, dans les hôtels? Quelles sont les conditions sanitaires? Est-ce qu'il y a un protocole particulier pour Paris? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous avions déjà, nous, dans nos métiers, des conditions sanitaires très strictes qui ont été renforcées par le protocole, le port du masque, le gel à l'entrée de chaque établissement. Dans les hôtels, il y a des protocoles très stricts pour refaire les chambres. Quand le voyageur s'en va, on suit ça de très près. Après, aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit dans votre reportage, vos chiffres étaient éloquents, mais très justes. Vous avez, par exemple, les palaces parisiens. Les palaces parisiens sont tous fermés. À part 2 palaces dans Paris, ils ne réouvriront qu'au mois de septembre. Donc, on voit bien que... Vous arrivez à estimer, pardonnez-moi, vous arrivez à estimer l'impact économique pour l'hôtellerie? Alors, c'est compliqué de l'estimer. Alors où je vous parle, on aura le bilan à la fin de l'été, en septembre. Moi, je vais vous citer des exemples précis d'un hôtel, par exemple, sur Saint-Lazare, 3 étoiles, 60 chambres, qui est fermé depuis le 15 mars parce qu'aujourd'hui, son planning est ouvert. Il travaille beaucoup avec la clientèle d'affaires. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut regarder, la clientèle d'affaires. Aujourd'hui, comme le disait M. Oka, il est important de relancer Paris comme destination. En tant que séminaire, vous avez un nombre de salons énormes qui ont été annulés et qui font travailler les hôteliers et les restaurateurs. Donc, et qui n'ont pas repris, encore. Vous avez le mondial de l'automobile, par exemple, qui est annulé. C'est énorme en termes de pertes. On est à l'ère de la distanciation physique, de la recherche d'air pur. Paris est une des villes les plus denses et les plus polluées d'Europe. Vous partez avec un handicap quand même. Sur la pollution, il y a du mieux. Quand même. C'est une des villes qui a repris le plus fort au niveau de la pollution en Europe, d'après une étude récente. Il y a une amélioration depuis un certain nombre d'années, grâce notamment à l'action de la ville et grâce notamment à l'action de la maire de Paris. Mais là, après le déconfinement, il n'y avait plus de pollution, ça a repris très fort. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a maintenu et qu'on va maintenir l'ensemble des pistes cyclables, qu'on va relancer encore tout ce qu'on avait sur la question du vélo et sur le plan vélo. Je crois aussi que ce soit sur le plan vélo, que ce soit sur les espaces publics, on a aussi modifié au sortir du confinement un peu la physionomie de cette ville, la moyen de s'y transporter. Aussi ce qu'on propose avec toutes les terrasses. Ça a aussi été un moyen par rapport notamment à tout ce qui est l'industrie hôtelière, de restauration et de bar, de la relancer et de permettre justement à ce qu'on ait une physionomie différente de la ville. Ça aussi, c'est des choses qu'on veut chercher à valoriser du point de vue de cette ville. Cette ville, on parle beaucoup du monde d'après. C'est ça qu'on veut pas simplement renvoyer comme image, mais c'est ça qu'on est en train de construire avec ce qu'on a appelé un urbanisme tactique, c'est-à-dire un urbanisme qui s'adapte à la situation. On va passer au port du masque obligatoire. La France va passer au port du masque obligatoire très prochainement. On voit que dans les restaurants, c'est pas toujours le cas, par exemple sur Paris. Est-ce que là, vous pensez que c'est quelque chose qui va rassurer ou dissuader les touristes ? Non, parce que je pense que respecter le port du masque dans un restaurant, c'est un peu contradictoire. Et l'idée, c'est pas de respecter le port du masque pendant qu'on déjeune. Après, je pense pendant les déplacements dans le restaurant, ça pourrait être demandé. Et oui, mais je pense qu'il y a un petit effort qu'au mois de juin, au mois de juillet, on s'est un peu relâché. On avait été confinés et qu'on a eu un grand bol d'air. On a tous pris un grand bol d'air. Je pense que c'était aussi important pour l'esprit de pouvoir à un moment donné se relâcher. Et moi, je ne suis pas contre qu'on resserre un petit peu de ce point de vue-là, parce que justement, ça nous évite de confiner. D'autres régions, regardez Barcelone, sont obligées de reconfiner. L'idée, c'est pas d'aller vers un reconfinement. L'idée, c'est d'aller vers le fait qu'on respecte un peu mieux les règles qu'on a mis en place. Franck Delvaux, je vous voyais réagir. Oui, parce que, non, mais je veux vous rappeler, le port du masque est obligatoire dans les restaurants. Quand vous entrez dans un restaurant, un bar... Mais on est d'accord que ça n'est pas respecté à Paris, systématiquement. Eh bien, malheureusement, si certains ne le respectent pas, et oui, j'ai de moi-même vu certains qui ne le respectaient pas, c'est dommage.
nous appelons aux fédérations professionnelles à respecter le port du masque. Un client, quand il rentre dans un restaurant, doit avoir un masque. Quand il se déplace, il l'enlève évidemment quand il est à table, parce que manger avec le masque, vous avez bien compris que ça ne va pas être facile, mais jusqu'au son placement à sa table, il doit porter le masque. Le personnel porte le masque, que ce soit en salle, en cuisine. Il doit y avoir du gel à l'entrée de chaque restaurant. Et nous militons fortement pour que ce soit respecté. Il y a un plan qui a été présenté, un plan de relance inédit de 18 milliards d'euros qui a été présenté par le gouvernement en mai pour aider ce secteur clé qui représente 8% de la richesse nationale, 2 millions d'emplois. Est-ce que les hôtels et les restaurants en bénéficient déjà à Paris? Oui, alors, il faut dire les choses, nous avons été beaucoup aidés dans notre secteur. Il y a eu évidemment le fonds de solidarité qui a été prorogé pour notre secteur encore sur le mois de juin et le mois de juillet. Nous avons eu le chômage partiel qui est pour l'instant aussi jusqu'au fin septembre. Nous avons eu les prêts garantis par l'État. Nous avons eu la région, il faut le souligner, la région Île-de-France a fait énormément d'aides aussi en termes de prêts et autres. La mairie de Paris, M. Ocard l'a souligné tout à l'heure, sur les terrasses, puisque les terrasses, nous avons pu nous mettre sur le domaine public, sur les routes, sur des places de parking jusqu'au 30 septembre. Donc, j'en profite pour demander le prolongement jusqu'au 31 décembre. Message entendu, Monsieur Ocard? Oui, alors ce qu'on a dit et ce que la maire a dit là-dessus, c'est qu'il y aurait certainement des formes de prolongement après le 30 septembre. Je rappelle aussi que c'est des terrasses sur lesquelles il n'y a pas, qui sont gratuites, ce qui permet aussi une relance économique. On réétudiera le plan après le 30 septembre. Par ailleurs, c'est pas pareil une terrasse en hiver qu'en été, donc on va peut-être trouver des améliorations un peu différentes. Si on se reporte à ces dernières années, on voit que Paris a battu des records de fréquentation. Est-ce qu'il y a trop de monde à Paris? Est-ce qu'il y a trop de touristes en temps normal? Est-ce que là, vous n'avez pas une occasion aussi de repenser le tourisme et de choisir les touristes qui vont venir à Paris? Il faut regarder, vous savez, ce que ça donne. On va avoir des sujets qui vont être des sujets sur la question du tourisme, comme par exemple sur Airbnb. Vous l'avez vu, la maire de Paris a annoncé dans le cadre de sa campagne un référendum sur la question d'Airbnb. Non pas pour interdire Airbnb, mais pour que on est aujourd'hui sur 120 nuitées par an et une utilisation totalement délirante d'Airbnb qui fait qu'on a des quartiers entiers dans lesquels il n'y a plus que des logements d'Airbnb et plus d'habitants qui On a vu que là. Vous parliez de Barcelone tout à l'heure. Barcelone a pris une décision qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire récupérer des appartements. Ouais, mais nous on peut pas directement sur Airbnb agir. C'est pour ça qu'on veut faire un référendum pour baisser ce qu'est Airbnb, c'est-à-dire pour baisser le nombre de nuitées. Et la deuxième chose, on a avec Yann Brossac et l'adjoint au logement lancé une foncière qui va permettre aussi de récupérer un certain nombre de logements pour pouvoir les mettre dans un domaine qui soit plus un domaine, privé, qui serve uniquement à de la spéculation touristique, je vais dire ça comme ça, et qui puisse à un moment donné aussi servir aux Parisiens. Je me tourne vers l'hôtelier, surtout ça va servir aux Parisiens. L'idée, c'est de dire que sur le tourisme, pour répondre à votre question de savoir est-ce qu'il faut faire plus, peut-être que sur la question du tourisme, mieux vaut peut-être faire un peu moins, mais peut-être mieux vaut faire mieux. Comment changer de modèle sans tuer la poule aux œufs d'or, Franck Delvaux? Bien, le sujet Airbnb, vous l'avez souligné, est un vrai sujet. Paris est la ville au monde où il y a le plus d'Airbnb. Nous sommes évidemment, vous l'aurez bien compris, contre Airbnb. Les touristes vont dans des logements sans aucune règle, sans aucune notion de sécurité, alors que nous, on nous impose des normes de sécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure, ne serait-ce que le protocole sanitaire. Il n'y a aucun protocole sanitaire chez Airbnb. Donc effectivement, on a bien compris pardonnez-moi, on a bien compris la problématique pour Airbnb. On arrive malheureusement au terme de cette discussion. Je pense que vous aurez l'occasion de la continuer entre vous. Merci à vous deux d'être venus sur TV5 Monde et bel été à Paris pour tous les deux.